Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. 25 millions de Français du public, du privé concernés désormais par l'impôt à la source. C'est l'heure de vérité pour la réforme ? C'est un moment important, évidemment, parce que beaucoup de Français sont payés à la fin du mois, mais il y a quand même énormément de Français qui touchent leur assurance chômage, leur retraite. Beaucoup aussi de salariés qui ont des payes décalées, qui ont déjà été prélevés à la source. Et ça s'est bien passé. Et donc ça s'est bien passé. Et c'est avant tout les agents des finances publiques qui ont réussi cette belle réforme. Ça veut dire que vous écartez l'idée d'un grand bug. On en a quand même suffisamment parlé avant que la réforme soit mise en place. C'est aujourd'hui absolument écarté ? Je sais que c'était la grande peur de beaucoup de personnes. Nous avons réussi à faire, sans bug, cette grande réforme de l'impôt à la source qui consiste à prélever sur le salaire des personnes, directement, comme dans plein de pays européens, quasiment tous les pays européens, l'impôt à la source, sans décalage d'un an. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui étaient mensualisés, quasiment 70% des gens. Ça ne change pas grand-chose pour eux, si c'est qu'on améliore leur trésorerie. Au lieu d'être prélevés le 17 du mois, ils sont prélevés quand ils touchent leur salaire. C'est pourtant une réforme qu'on a maintes fois repoussée, ajournée. Le président de la République, il y a encore quelques mois, hésitait à la mettre en place. C'est un succès. Est-ce que vous iriez ce matin jusqu'à dire que cette réforme est passée et c'est bien passé ? On va attendre encore quelques jours. Je présente mercredi au Conseil des ministres le bilan, puisque nous serons à la fin du mois de janvier. On peut dire que la réforme s'est bien passée. On peut dire que la réforme a été portée courageusement par le président de la République, qui a voulu qu'on améliore le dispositif. C'est une bonne chose. Mais elle date depuis 1920, cette réforme. Ça fait un siècle que les ministres des comptes publics, du budget, essayent de mettre en place cette réforme. Je suis très heureux de l'avoir fait sous l'autorité du président de la République. C'était le moment ? C'était le moment. Ça montre que la France continue à se réformer et qu'on n'a pas peur. Et d'ailleurs qu'on n'a pas peur de simplifier la vie des Français. Alors vous êtes malgré tout confronté à une grève des agents du fisc qui contestent la surcharge liée à la mise en place de cette réforme. Une grève du 28 janvier au 15 février, c'est-à-dire précisément là où les Français risquent d'aller près de l'administration fiscale pour poser des questions tout simplement. Est-ce que déjà vous comprenez leurs revendications ? Alors moi, je n'ai pas d'opinion à avoir sur les mots d'ordre syndicaux. Je constate que la quasi-intégralité des agents des finances publiques, ils travaillent depuis de très 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 longs mois à la mise en place de quelque chose qui rend honneur au service public et rend honneur à leur travail de fonctionnaire. Vous savez, ça fait déjà un mois que beaucoup de gens sont sur le pont, si j'ose dire. 40 000 agents des finances publiques répondent, vous l'avez dit dans votre reportage, à plus d'1 million d'appels téléphoniques. Et on est à la fin. Les questions aujourd'hui, elles sont de moins en moins nombreuses. Le taux de décroché, il est à plus de 80% dans les centres d'appels téléphoniques. Ça veut dire que ce mouvement de grève ne va pas gêner l'accueil du public ? C'était la question que je vous posais. Non, ça ne le gênera pas. Moi, je remercie surtout les syndicats et les agents pendant tout ce mois de janvier d'avoir fait ce travail d'écoute, de rendez-vous et d'avoir montré qu'effectivement, Bercy, les agents du service public sont capables de simplifier la vie des Français. On voit qu'on a une belle administration. Quand est-ce qu'on va mesurer les effets psychologiques de cette réforme ? Alors, je pense qu'on les mesure déjà un peu positivement. Il y a plein de Français qui ont vu quasiment 9 milliards de crédits d'impôt versés sur leur compte en banque. Pas 9 milliards sur chacun d'entre eux. En moyenne, c'était 600 €. Si vous aviez une nounou, si votre maman était dans un EHPAD, si vous faisiez des dons aux associations, le 15 de ce mois, on vous a versé directement sur votre compte en banque. Vous aurez constaté d'ailleurs qu'en début d'année, c'est rare que les impôts vous fassent ce remboursement de vos crédits d'impôt. Ça, c'est plutôt positif pour la consommation. Mais quand est-ce qu'on mesurera les effets ? C'est-à-dire à quel moment on se dira oui, ça a eu un effet positif ou un effet négatif sur l'économie ? C'était là aussi un des grands doutes liés à cette réforme. Nous regarderons sans doute à la fin du premier semestre ce qui s'est passé au début du mois de janvier, février, mars. Mais moi, je crois que les choses sont positives. Quelles leçons vous en tirez, Quelles leçons vous en tirez sur la manière de réformer ? Moi, j'ai aucune leçon à donner, si ce n'est que c'est une réforme. Depuis 2 ans, j'y travaille tous les jours, avec mes directeurs d'administration, avec mes agents. Beaucoup de concertations, beaucoup de discussions, beaucoup de présentations. Et donc, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est à chaque fois bien travailler les choses avec ses agents et dire que ce n'est pas simplement le ministre qui fait les choses, bien sûr. C'est tous les agents des finances publiques. Vous voyez, j'essaie de faire un parallèle avec la réforme, par exemple. Ce n'est pas exactement une réforme, c'est une mesure liée aux 80 km/h qui ne passe pas. Le Premier ministre va encore en reparler aujourd'hui. On voit bien qu'elle a été contestée, y compris même par le président de la République. Qu'est-ce qui ne passe pas dans cette réforme ? C'est le fait qu'elle soit imposée unilatéralement d'en haut ? Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Tout ce que je peux constater, c'est que lorsque j'entends qu'il y a 245 morts en moins sur les routes de France en un an, je crois que chacune et chacun peut comprendre que l'intérêt général, c'est effectivement aller un peu contre son intérêt particulier, rouler un peu moins vite sur les routes de France. Et 245 familles qui ont à déplorer des morts en moins, malheureusement, que nous constatons dans des accidents de la route. Chaque personne a pu connaître ça dans sa famille. Donc moi, je crois que c'est une belle mesure. Qu'il faut la défendre. Moi, je pense qu'il faut la défendre, les 80 km/h. Et je pense que le Premier ministre a été courageux. Et moi, je continuerai, c'est pas facile, mais continuerai à dire que parfois, les intérêts particuliers, vouloir rouler un peu plus vite, parfois c'est contraire à l'intérêt général. Est-ce que c'est vrai que vous étiez contre le grand débat ?
Non, ce n'était pas vrai. Moi, j'ai expliqué. Ah bon, c'est ce qu'on a lu. Oui, bah, on ne nie pas toujours des. Bah faut non, pas mais toujours je vérifie. faut pas toujours croire les médias. J'ai été, comme d'autres ministres qui sommes habitués à la vie publique, notamment à la vie publique locale, de dire qu'il faut bien sûr discuter. Quel élu ne discute pas avec sa D'accord. population, à la condition que les choses soient cadrées et qu'à la fin on en tire des conclusions. Alors justement, Et ben moi, j'étais heureux d'entendre le président de la République, lors de son déplacement en Égypte hier, dire qu'il tirait des conclusions profondes de ce grand débat. par exemple, quand Ce Laurent serait une bonne Berger chose. estime que le président porte une part de responsabilité dans la colère qui s'exprime, souvent parfois avec violence, c'est rare quand il utilise ce ton-là, Laurent Berger, le patron de la CFDT. Il estime qu'il faut une inflexion sociale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que parmi les leçons qu'il faudra tirer de cette grande discussion, de ce grand débat, il y aura forcément quelque chose autour de la justice sociale? Moi, j'ai beaucoup de respect pour Laurent Berger, qui est effectivement un homme à écouter, qui souvent dit des choses justes. Mais on ne va pas faire les conclusions du débat entre nous, entre responsables syndicaux et entre politiques, avant que les Français se soient exprimés. Il y a 2 mois où les gens vont pouvoir dire ce qu'ils souhaitent. Et c'est une bonne chose que les politiques, les syndicalistes, les journalistes entendent ce que dit le Ça peuple. peut se terminer par un statu quo fiscal. Non, ça se terminera parce que le président de la République le souhaitera. Et il a dit qu'il tirait des conclusions profondes. Et ben, quand le président de la République dit qu'il tirera des conclusions profondes fin mars, je pense que chacun s'intéressera à ces conclusions. Un mot sur Tourcoing. Le maire de Tourcoing, Didier Drouard, qui vous avait succédé, est décédé. Vous êtes affecté naturellement par sa disparition. C'était un proche. Les obsèques auront lieu en fin de semaine. Depuis quelques jours, on entend que vous seriez prêt à quitter le gouvernement pour reprendre la mairie de Tourcoing. Vous me demandez de commenter. Non, je vous demande, est-ce que c'est vrai? Bon, d'abord, ma ville de Tourcoing est en deuil. Moi, j'ai perdu un ami, un père, comme je l'ai dit. Et effectivement, les choses sont difficiles pour tous les Tourquenois. C'est une grande ville de 100 000 habitants qui perd son maire. C'est pas facile. Et samedi prochain, en effet, nous l'accueillerons dans sa dernière demeure par l'hommage d'une ville. Le 7 février prochain, le conseil municipal réélira un maire. Vous aurez constaté que je n'ai pas démissionné de mon poste de ministre, que je suis à la barre. Je suis très touché, personnellement. Et qu'en même temps, je suis ministre de la République. Je sais ce que ça veut dire. Je conduis une réforme pour le président de la République. Et j'aurai l'occasion de parler aux Tourquenois, bien sûr, et au président de la République. Ce serait facile aussi. de répondre non, de dire que vous avez l'ambition de rester Mais moi, ministre jusqu'au bout. Mais Ce serait facile de dire non serait et surtout d'évacuer ce qui est devenu aujourd'hui des spéculations. Quoi. Je sais qu'on est dans un monde de vitesse, mais je sais que c'est surtout difficile de respecter le deuil de quelqu'un qui n'est pas encore enterré. Et je pense que c'est la moindre des choses que je peux lui rendre à mon ami. Est-ce que vous pouvez juste nous dire si vous en avez parlé au président de la République ou si vous le ferez? Alors, de manière générale, ce que je dis au président de la République et ce que le président de la République nous dit, je ne le répète pas sur le plateau de télévision. Vous pourriez juste nous dire que vous avez évoqué le sujet avec le président. Vous partez avec lui et dans quelques instants, d'ailleurs, le rejoindre Je le en rejoins Égypte. en Égypte, mais vous aurez constaté que je suis toujours ministre de la République et je sais que nous sommes dans un monde où on ne peut pas laisser une semaine de deuil à une population, mais moi, j'aimerais me dire que mon ami, avant les petits calculs politiques, je sais que ça intéresse chacune et chacun. Parfois, ça m'a intéressé. C'est pas qu'une histoire de calcul politique. Permettez-moi de dire que je suis sur votre plateau ce matin. Je vais faire une conférence de presse à 11h avec les journalistes pour parler du prélèvement à la source. Je vais rejoindre le président de la République en Égypte. Je serai au Conseil des ministres mercredi. Et surtout, samedi, je vais penser à mon ami. Je vous remercie. C'est dit. Merci à vous, Gérald Darmanin. Merci C'est à vous, Laurent.